Dans l'après-midi du 26 mars 1997, le shérif du comté de San Diego reçoit un appel anonyme. J'appelle pour signaler un suicide de masse. Je peux vous donner l'adresse. Le shérif au début hésite à envoyer ses hommes car il croit à un canular. Mais en arrivant à l'adresse indiquée, les policiers comprennent très vite que ce n'est pas du tout en réalité un canular, mais bien pire que ça. Mais avant d'aller plus en détail dans cette affaire sordide, fermez les yeux et laissez votre corps se détendre. Vous êtes très nombreux à écouter mes interviews et threads d'horreur dans des situations parfois assez inconfortables et improbables. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire là actuellement en commentaire dans quelle situation vous vous trouvez, dans quel contexte vous regardez cette vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous. Emma. Alors Emma Sleep c'est quoi? Eh bien c'est de l'assurance d'un sommeil de qualité. Leur matelas, conçu avec expertise, vous offre un confort absolu. Que vous soyez plutôt à dormir sur le dos, le ventre, bref, leurs produits sont conçus pour passer les meilleures nuits possibles. Et en plus dans une variété de matelas pour tous. La technologie Ergocell d'Emma favorise une nuit fraîche et sereine. Donc fini pour vous les mal de dos pendant le visionnage des histoires d'horreur. Et parce qu'Emma a confiance en ses produits, vous bénéficiez de 100 nuits d'essai. C'est tout bonnement énorme. Et en plus de ça, vous avez la livraison qui est gratuite. Et si le matelas, imaginons, ne vous convient pas, vous avez le retour qui est gratuit. Et si vous doutez encore, leur matelas Hybrid 2 a été élu meilleur matelas testé en France. Découvrez dès maintenant les amis Emma Sleep en description et profitez jusqu'à moins 50% grâce aux offres French Day 2024 jusqu'au 1er octobre. Et en plus de cette belle réduction, vous ajoutez une remise supplémentaire cumulable de 10% grâce à mon code LEO. Valable, je précise, jusqu'au 8 octobre à minuit. Et le tour est joué quoi finalement quand vous avez fait tout ça. Je vous conseille les amis sincèrement de vous rendre sur le site. Merci beaucoup à Emma pour la confiance car c'est grâce à des partenaires comme ça qu'on va arriver à faire de plus grosses prods sur la chaîne, à faire des projets beaucoup plus beaux, beaucoup plus ambitieux. Et sur ce, reprenons notre enquête. En pénétrant dans la résidence, là où l'étrange voix les a conduits, ils découvrent des corps sous des linceuls violets. Et en traversant les pièces, ils trouvent encore des corps, tous alignés. Et si nombreux que plus ils en découvrent, plus ils se demandent combien il y en a. D'abord sur leur garde, dans le cas où un potentiel tueur en série se cacherait dans la maison, les agents des forces de l'ordre se trouvent bien démunis quand ils réalisent que la scène ressemble plutôt à un suicide de masse. Scène qu'ils décriront plus tard comme étant tellement sereine qu'elle en était surréaliste. Marshall Applewhite. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien du tout, ni même son visage d'ailleurs. Pourtant, ce petit monsieur que vous voyez à votre écran est mondialement connu pour avoir été le dealer d'un groupe de plusieurs dizaines de personnes. Groupe qu'il conduira d'ailleurs avec lui au plus grand suicide de masse des États-Unis de l'époque, après le massacre de Johnstown en 1978. Les images que vous avez sous vos yeux peuvent vous paraître être des captures d'écran d'une vidéo représentant un vieux monsieur sympa qui parle, pourtant ces images sont loin d'être drôles. Elles vont vous glacer le sang en apprenant qu'elles sont toutes les dernières que Marshall Applewhite a enregistrées juste avant de se suicider. Si vous demandez comment les adeptes d'un tel groupe à dérive ont pu se laisser conduire à la mort comme des moutons, sachez que personne n'est réellement à l'abri, vous le verrez, de se faire endoctriner. L'histoire que vous apprêtez à écouter nous apprend que n'importe qui peut rencontrer un jour la mauvaise personne, celle qui peut jouer sur vos failles au point que vous vous perdiez vous-même dans les méandres de votre propre humanité. Laissez-moi les amis vous emmener avec moi mener l'enquête sur cette hyper flippante, la Heaven's Gate. Laissez-moi aussi vous faire découvrir comment Monsieur Tout-le-Monde peut malheureusement s'improviser gourou et devenir un véritable danger humain. Mais alors, qui est Monsieur Tout-le-Monde? Le 17 mai 1931, au Texas, naît Marshall Herff Applewhite. Jeune, il souhaite, comme son père, devenir prédicteur presbytérien avant de trouver sa propre vocation en suivant sa passion pour la musique. Brièvement, parce qu'on va vite voir qu'il finira en réalité sa vie en leader suicidaire d'une bande de fanatiques d'ufologie. Pourtant, Marshall est décrit comme une personne équilibrée, à la fois sur le plan physique que psychique. Il est une personne croyante, religieuse, qui s'identifie alors à l'église catholique. Il obtient en 1952 un diplôme en philosophie, puis il épouse Anne Pierce, et ensemble, ils ont 2 enfants. Toujours passionné de musique, il rêve de faire une carrière à Broadway, mais il n'y parvient pas. Alors il occupe un poste de professeur assistant de chant dans différentes universités. En réalité, une sombre évolution dans les ténèbres est en train de s'opérer en lui, ténèbres qui le rongent intérieurement depuis très longtemps. Marié en couple hétérosexuel dans les États-Unis d'Amérique des années 1970, Marshall est profondément et secrètement attiré par les hommes. Mais ça, il ne va pas du tout l'assumer. Cette homosexualité non assumée le tourmente en silence depuis hyper longtemps. Et une aventure avec l'un de ses étudiants l'a même contraint par le passé à quitter un établissement. Sa femme, apprenant la relation extra-conjugale de son mari, finit par demander le divorce, après avoir essayé de sauver leur mariage pendant 3 ans, mais sans y parvenir. Puis, c'est le décès de son papa que doit affronter Marshall.
Et petit à petit, coup dur sur coup dur, il sombre dans la déprime et la honte. À 39 ans, se faisant parallèlement renvoyer de plusieurs emplois, en raison de son état de santé, ce sont des voix qui se met à entendre. Aujourd'hui, avec les expertises techniques et les techniques actuelles, il est fort probable qu'il aurait pu lui être diagnostiqué des troubles de l'identité. Mais comme vous le savez peut-être, en 1970, la psychiatrie n'était pas encore la discipline médicale qu'on connaît aujourd'hui. Jusqu'à ce jour où, victime d'une crise cardiaque, il est conduit à l'hôpital et vit ce qu'il décrira plus tard comme étant une expérience de mort imminente. Son hospitalisation, doublée de son parcours de soins psychiatriques, le conduit à une rencontre qui sera probablement aussi déterminante pour la suite de sa vie, celle d'une infirmière nommée Bonnie Lunette, qu'on appellera pour cette vidéo aussi Madame Tout-le-Monde. Née en 1927 à Houston, dans une famille croyante, elle est décrite comme représentant la normalité incarnée. Déjà mère de 4 enfants, lorsqu'elle rencontre Marshall, elle est mariée à un homme d'affaires qui s'appelle Joseph Seagal Nettles. Nous sommes en 1972 quand Monsieur Tout-le-Monde rencontre Madame Tout-le-Monde, en apparence. Évidemment. Car en se rencontrant, ils entrent immédiatement dans un délire spirituel hyper chelou qu'ils vont partager de manière commune au point où ils ne se quitteront plus jamais. Et oui, vous l'aurez deviné, en dessous des apparences de petites bonnes femmes banales, se cachent en réalité chez Bonnie des inspirations fortes à l'occultisme. Elle mène des séances de spiritisme, pratique l'astrologie et se dit même guidée spirituellement par Frère Francis, l'esprit d'un moine du 19e siècle. Très populaire dans les années 1970, elle est adepte du New Age. Pour vous expliquer, c'est une forme de spiritualité très proche de la Terre et des croyances anciennes. Naturellement, Bonnie propose rapidement à Marshall de lui adresser son thème astral. Et elle y décèle qu'ils se sont connus tous les deux dans leur vie antérieure et qu'ils ont été réunis maintenant par des forces supérieures. Rapidement, ils prennent la décision de quitter leur famille afin de commencer une nouvelle aventure ensemble, persuadés que les extraterrestres ont organisé leur rencontre en ce monde afin que leur âme se retrouve. Ils sont complètement barjots. Ils sont aussi persuadés que la fin du monde approche, et que seuls quelques élus seront sauvés, comme l'annonce le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Des extraterrestres dans la Bible, vous allez me demander? Ces deux énergumènes, oui, réinterprètent bien de nombreuses formes de croyances à leur façon, mélangeant la Bible, les extraterrestres, la théorie des anciens astronautes, et parfois même la science-fiction comme la série Star Trek. Oui, voilà, vous allez voir, on n'est pas à la fin de nos surprises avec eux. Le délire, vous allez voir, est bien profond. Je précise au cas où, mais il n'est pas question ici de débattre de l'existence ou de la nature de Dieu, ou de l'interprétation des textes religieux ici. Seulement, là, on présentera l'idéologie de Marshall Applewhite et de sa femme Bonnie Lunette. Pour faire simple, d'après leur théorie, Dieu est un extraterrestre hyper évolué qui voyage dans le cosmos à bord d'un vaisseau gigantesque. Selon T et Tho, aussi appelés Marshall et Bonnie, les visites d'extraterrestres sur Terre sont très rares. Et la dernière fois qu'un extraterrestre a incarné une forme humaine, d'après eux, ce n'était ni plus ni moins que la personne de Jésus-Christ. Ils affirment que si l'on suit leur mode de vie, notre corps se transformera chimiquement et biologiquement en un corps parfait d'extraterrestre. Condition pour embarquer à bord du vaisseau venu sauver les croyants à la fin du monde en les transportant au royaume du ciel, aussi appelé niveau supérieur. Voici une photo d'ailleurs qui représente parfaitement à quoi ressemblerait d'après Evans Gate la forme évolutive. Quant à Marshall, lui, estime être la seconde incarnation de Jésus, accompagné de Dieu lui-même, incarné en la personne de Bonnie. L'ego du mec est à ce niveau-là au moins. Afin d'être sauvés de la fin de ce monde, comme l'annonce l'Apocalypse dans la Bible, tous les deux s'interdirent tous les plaisirs physiques. Et je dis bien tous. Ensemble, ils formaient un couple, oui, mais platonique, sans vraiment aucune relation physique. Ils ne vivaient ensemble aucun rapport autre qu'intellectuel. Pour eux, ce mode de vie ascétique, sans plaisir, est un modèle de perfection de l'âme pour eux. Mais Marshall et Bonnie étaient en train d'opérer, dans le silence, une terrible transformation. Pour se métamorphoser définitivement en véritable génie du mal et mettre à bien leur plan, ils empruntent une voiture ayant l'objectif de prêcher la bonne parole, la parole de Dieu, selon leur propre conception. 12 000 km. Ce ne sont pas moins de 12 000 km qu'ils parcourent en un mois à travers les États-Unis d'Amérique. Mais cet effort de voyage ne suffira pas. Ils vont réussir à fidéliser 0 adepte. Pas un seul. Et dites-vous même que le tout premier fidèle qu'ils ont eu n'a pas tenu auprès d'eux plus de 2 semaines. Sans argent et incapable de payer le loyer de la voiture de location, Marshall est arrêté par les forces de l'ordre et écope de 6 mois de prison dans l'état du Missouri. Ce qui ne dissuade pas pour autant le couple d'arrêter leurs actions. Ils sont loin encore de renoncer à la mission dont ils ont investi tout leur temps. En 1975, c'est à Waldport, dans l'état de l'Oregon, qu'ils garent leur voiture afin d'y donner une conférence sur le thème du message des ovnis, dans une salle louée à leurs frais pour l'occasion. Le lendemain de la conférence, lorsqu'ils quittent la ville,
Les deux gourous en herbe sont pourtant accompagnés de 20 personnes qu'ils persuadent d'abandonner leurs biens et leurs proches. Ils repartent donc tout de même du village avec l'équivalent d'un habitant sur 30, dont Aaron Greenberg, qui passe quelques mois avec le groupe avant de le quitter, tandis que les autres qui les ont suivis ne donneront plus jamais de signe de vie à leurs proches. Dites-vous que certains n'ont même jamais été retrouvés, même à la fin de cette triste histoire. Le phénomène étrange attira même l'attention à une échelle nationale. Un journaliste du CBS va même raconter, Walter Cronkite, ceci. Un certain nombre de personnes ont disparu. C'est un mystère et on l'ignore si elles sont parties dans l'espace ou si elles ont été enlevées. En réalité, les deux leaders du mouvement naissant les aident dans l'immédiat à se cacher avant que des centaines d'autres personnes ne les rejoignent durant des semaines suivantes. On sent clairement pourtant que les deux gourous sont surtout dans l'improvisation. Dans un premier temps, ils se présentent avec leur nouveau fidèle sous le nom de The Crew, puis ils changent une fois pour IM, acronyme de métamorphose humaine individuelle, avant de se décider pour un troisième nom, celui qu'on connaît aujourd'hui, Heaven's Gate, ou du moins en français la porte du paradis. Marshall et Bonnie, eux, semblent par contre ne pas trouver leur personnage. Ils se faisaient souvent appeler les deux, ou les deux ovnis, avant de changer et de s'appeler Guinea and Pig. Oui, on les appelait les cochons d'Inde. Ils disent en fait faire référence par ce nom au fait que les humains sont tous des cobayes, comme des rats de laboratoire ou des cochons d'Inde. Le couple affirme à leurs fidèles qu'un vaisseau extraterrestre est sur le point d'atterrir, et que le groupe a été choisi pour transmettre leur message aux hommes. Et alors qu'ils attendent toute la nuit l'arrivée du vaisseau dans le Colorado, celui-ci, comme vous l'aurez deviné, ne vient pas. Aucune trace du vaisseau qui aurait dû apparemment venir, et les leaders sont donc discrédités en présence de 400 personnes. À la suite de cette amère désillusion, de nombreux fidèles, déçus, quittent la communauté. En revanche, Marshall, Bonnie et les fidèles restants continuent pourtant à espérer et reprennent leur mode de vie itinérant. Les deux gourous consolident dans l'esprit de leurs adeptes l'idée selon laquelle ils sont en réalité tous des extraterrestres, mais cependant ils rencontrent une difficulté et doivent très rapidement adapter leur conception, car ils avaient jusqu'ici affirmé leur propre nature extraterrestre. Il était maintenant nécessaire que tous les fidèles pensent avoir accédé à cette métamorphose avec eux. Ils commencent donc à introduire dans leur doctrine l'idée que leur propre nature extraterrestre relève en réalité d'une forme de transfert d'âme, permettant ainsi à tous les membres du groupe de croire en la possibilité d'accueillir eux aussi l'âme d'un être supérieur. Mais pour cela, pour accueillir l'âme d'un être supérieur, il est nécessaire d'effacer évidemment leur ancienne identité. Il fallait qu'ils oublient tous les détails de leur personnalité qu'ils avaient en tant qu'humains. De ville en ville, ils inondent les rues de Tract, organisent des conférences pour recruter de nouveaux fidèles et perdent d'autres au gré des chemins. Parmi eux se trouvent des personnes de milieux socio-professionnels très différents, comme un ancien officier de lanceur de missiles de la marine, un journaliste, un informaticien, un mannequin masculin ou encore un étudiant en université catholique de biologie. Vivant une vie de bohème pour répandre leurs paroles, ils louent des chambres d'hôtel dans lesquelles ils dorment à plusieurs et parfois même ils campent. Puis quelques membres louent quelques maisons sur la côte ouest des États-Unis et des groupes de 10 à 50 personnes commencent à se sédentariser. Marshall et Bonnie exigent de leurs fidèles qu'ils aient une véritable foi et ne font jamais preuve d'aucune violence. Et c'est là où la manipulation est très forte. La racine du pseudonyme devait être composée d'une syllabe unique contenant les consonnes du prénom de naissance et toujours écrit en lettres capitales. Puis y a collé le nom de famille Audi, qui est le diminutif de petit membre. Ensuite, une fois devenu adulte, il devait abandonner la lettre Y pour ne conserver que le O et le D. Par exemple, un fidèle qui se surnommait Sawyer, en référence à Tom Sawyer pour sa capacité à couper du bois, est ainsi devenu dans la communauté SW Roddy. Je vous conseille d'essayer avec votre prénom et dites-moi en commentaire ce que ça donnerait pour vous, ça m'intéresse. Et voilà, j'ai hâte de lire ça pour qu'on rigole un peu. Pour moi du coup, je vous prierai de m'appeler sur toutes les vidéos que vous voyez de moi où j'apparais LW Howdy. Bref, reprenons. Marshall affirme aussi à tous ses fidèles qu'il est nécessaire de couper tout lien avec leur famille. Ils organisent enfin des camps d'entraînement pour préparer leurs recrues à accéder au niveau supérieur, où les fidèles peuvent suivre des cours intitulés le programme des astronautes de Dieu. Ces exercices et leçons en fait étaient ici créés pour leur apprendre à se délaisser de toute personnalité individuelle. Aux alentours de 1976, la communauté compte 200 membres et annonce, après avoir passé ce palier, qu'elle ne recrutera plus personne. À partir de il est temps de préparer donc intensivement les élus à l'embarcation en destination de la porte du paradis. Bonnie continue d'incarner la figure mystique du groupe, menant une vie particulièrement recluse, jusqu'à qu'un cancer lui soit diagnostiqué. Il est alors nécessaire de lui enlever un œil par intervention chirurgicale et les analyses biologiques de l'organe révèlent une généralisation de la maladie au corps entier. Se pensant immortelle, elle va refuser tous les traitements des médecins. Car pour elle, comme c'est l'incarnation terrestre de Dieu, elle est convaincue qu'elle ne va pas mourir mais effectuer plutôt sa transformation physique, sa métamorphose finale. En juin 1985, un événement prévisible accélère la spirale de folie. Le décès de Bonnie. Elle décédera des suites de sa maladie au Parkland Memorial Hospital dans la ville de Dallas, où elle avait été admise sous le pseudonyme de Shelly
West. Sa fille, Terry, relève plus tard dans tous les médias de ne pas avoir été informée de la maladie dont souffrait sa mère et de ne l'avoir appris que 9 mois après son décès. Dans les interviews, elle explique que sa mère avait toujours une attirance pour la culture New Age et que toutes les deux avaient pour habitude de parler de spiritualité, médiumnité et astrologie. Elle explique aux journalistes qu'elle et sa mère rêvaient régulièrement d'une invasion d'extraterrestres. Extraterrestres qui seraient venus sur Terre dans le but de les kidnapper et de les éloigner de la Terre, comme si elle ne se sentait pas appartenir en fait à ce monde. Bonnie lui aurait fait parvenir, apparemment pendant qu'elle était à Heaven's Gate, plusieurs lettres, ainsi que beaucoup d'argent. Paradoxalement, dans ces lettres, elle conseille à sa fille de mener une vie normale, ce qui suggérait probablement que Bonnie, alias T, aurait aimé peut-être sortir de son propre mode de vie. Malgré la règle interdisant d'entretenir des liens avec la famille, Bonnie, visiblement elle, écrivait à sa fille en secret, et l'on se doute de la provenance de l'argent qu'elle lui faisait aussi parvenir. On pourrait croire que ce décès a fait arrêter les activités de Marshall, sauf que pas du tout. Au contraire. Marshall, maintenant seul à la tête de ses fidèles et sans aucun garde-fou pour le retenir, utilise le décès de sa propre compagne pour servir son idéologie fantaisiste, alors que sa disparition ne correspond pas du tout aux enseignements de Heaven's Gate. Bonnie était décédée sous forme humaine, laissant son corps tel quel, sans aucune métamorphose. Marshall se met donc alors à enseigner que le décès est une étape nécessaire à l'élévation de l'âme, et que donc Bonnie, par son décès, s'est élevée au niveau supérieur. Son âme extraterrestre avait laissé son corps humain, un véhicule terrestre, qui n'était qu'un contenant temporaire dont on ne s'extrait que par la mort. Marshall s'isole donc de plus en plus afin de pratiquer la communication spirit pour entrer en contact avec l'âme de sa défunte collègue, et parallèlement à ça, il enseigne à ses disciples les conseils qu'il doit recevoir de Bonnie durant ses séances de communication. Et ces conseils deviennent progressivement des décrets à respecter pour tous les membres de la communauté Heaven's Gate. Marshall est en train de consolider là les fondements des théories qui scelleront malheureusement le destin lugubre du groupe et affirme: La vie terrestre est fondamentalement corrompue par le mal. La civilisation est condamnée. L'apocalypse approche. Seule une minorité d'élus, choisis par le niveau supérieur d'évolution, seront sauvés. Ils quitteront leur corps, ces conteneurs temporaires de l'âme, embarqueront dans un ovni et seront réincarnés sur une autre planète. Il est maintenant évident que la mort est un passage inévitable pour le niveau supérieur. Et Marshall estime que la communauté Heaven's Gate est enfin prêt à rejoindre le niveau supérieur. Mais Marshall encourage plus que jamais ses fidèles à le considérer comme le Christ. Et va même jusqu'à aller organiser une cérémonie symbolisant le mariage entre lui et chacun d'entre eux, où tous se passent un anneau au doigt. Les fidèles d'Heaven's Gate doivent accepter une relation exclusive avec le culte, et une discipline implacable rythme alors la vie de la secte. Dites-vous que Marshall va commencer même à imposer des réglementations au moindre geste de la vie quotidienne des disciples. Il va contrôler la durée de douche de chacun, la taille, la durée de cuisson et le nombre des pancakes au petit déjeuner. Marshall s'enferme dans un univers là de plus en plus paranoïaque, mais prône toujours que les fous ce sont pas eux, mais qu'ils sont bien à l'extérieur de leur communauté. Ce sont des personnes finalement comme nous. Il est aussi là dans le but d'empêcher toute initiative personnelle, toute recherche d'identité par la pensée, le sexe ou même le comportement individuel. C'est vous dire à quel point le mec contrôle mentalement tous ses fidèles. Dites-vous que le truc part tellement loin qu'il va aller jusqu'à imposer ses formules à lui en ce qui concerne d'émettre ses besoins individuels. Tout, objet, nourriture, vêtements, devait être similaire aux autres. Marshall essaye toujours plus de les contrôler. Et un jour, il instaure une nouvelle règle. Les membres ont pour obligation de venir pointer au quartier général toutes les 12 minutes précisément et d'effectuer un rapport. Harassés par toute cette rigueur de visionnage de la série Star Trek auquel ils sont soumis tous les jours, avec quelques documentaires et films triés sur le volet, cette pratique au QG ne tient pas longtemps. Le seul autre programme que les adeptes d'Heaven's Gate ont le droit de visionner est la version américaine du juste prix. Car oui, l'occupation principale du groupe, c'est de regarder la télé toute la journée. Pratiquement. C'est hyper triste. Sachant ce qui va arriver par la suite, c'est pas une vie dingue en vrai. Rappelez-vous, cette secte se caractérise principalement, en plus de son idéologie ufologique, par l'interdiction de toute pratique pouvant susciter du plaisir. D'ailleurs, les individus qui succombent au désir sensuel, ils sont punis en étant contraints de nettoyer les toilettes. Mais pas que, ils doivent décrire leurs péchés sur un livre consultable par tous les membres de la communauté dans la salle de bain commune, en veillant évidemment à utiliser des mots adaptés pour ne pas éveiller les désirs des autres membres de la communauté. Ils sont aussi contraints de détailler en intégralité tous leurs désirs, tous leurs fantasmes, au gourou Marshall. Y a pas de blague, c'est hyper tordu, hyper glauque. Mais bien sûr, les interdits charnels ne sont pas les seuls interdits pour éloigner les fidèles du plaisir personnel. Le régime alimentaire aussi est particulièrement drastique. Durant de longues périodes, les adeptes ne sont autorisés à s'alimenter que d'un jus à base de citron, 6 à 12 fois par jour. Entre eux, ils développent leur propre jargon inspiré par Star Trek, qui a pour but évidemment encore une fois d'éloigner le plus les fidèles de leur passé, et de ne pas aussi stimuler leur mémoire personnelle, de les déshumaniser complètement en fait. Les tenues vestimentaires n'échappent pas à la réglementation, tous les fidèles sont invités à adopter une allure androgyne, c'est-à-dire un maximum neutre, pour cela ils se rasent tous la tête et adoptent une coupe de cheveux commune, toujours dans le but précis de s'éloigner au maximum de leur personnalité.
Le maquillage est bien sûr interdit pour tout le monde et chaque membre porte quotidiennement le même uniforme composé d'un jogging, d'une blouse boutonnée jusqu'au col et d'une paire de tennis Nike. Tennis qui, comme on va le voir, deviendront tristement célèbres. Le mot d'ordre, uniformité. Toujours plus, Marshall contrôle aussi leur sommeil, et les membres sont contraints de dormir par tranche de 2 heures, puis de rester éveillés 2 heures avant de ne pouvoir se rendormir à nouveau, etc. Swordy, un rescapé du funèbre destin du groupe, témoigne encore. Nous passions aussi beaucoup de temps à observer le ciel. Une personne restait éveillée pour monter la garde, de nuit, les yeux fixés sur les étoiles, juste pour s'assurer de ne pas manquer la venue du vaisseau. Puis après notre tour de garde assigné, nous pouvions retourner nous coucher. Pour continuer le calvaire quotidien imposé aux membres, ils sont chargés obligatoirement d'occuper des petits emplois à l'extérieur pour subvenir aux besoins de tous. Courant 1990, le groupe fonde une société informatique nommée Hyter Source, dont les clients d'ailleurs ne sont pas du tout au courant du culte auquel appartiennent les employés. Pourtant, malgré toutes les privations que Marshall impose à ses fidèles, il n'en a pas encore fini avec ses exigences. Le pire, les amis, dites-vous, reste encore à venir. Là, dites-vous qu'on n'a parlé que d'un faible pourcentage par rapport à toute l'atrocité qu'il a fait subir après à ses fidèles. Marshall prétend maintenant qu'il est nécessaire de supprimer le désir physique, en faisant subir aux hommes une castration. À partir de maintenant, je vous demande de vous... À partir de maintenant, je vous demande de vous accrocher. Au départ, un membre de la communauté ancien infirmier est désigné pour pratiquer sur un volontaire une intervention chirurgicale destinée à ouvrir la peau et extraire les testicules. Mais cette expérimentation se termine en véritable boucherie. Les testicules, coupés de leur possesseur, sont jetés du haut d'une falaise afin de cacher les éventuelles preuves de la mutilation. Et les membres vont prétendre qu'il s'agit d'un accident lorsqu'ils font admettre leur collègue à l'hôpital, qui est à ce moment-là, lui, proche de la mort. Mais Marshall, pour autant, encore une fois, ne renonce pas. Il a un plan en tête, bien élaboré, et il va le suivre jusqu'au bout. Il finit par manigancer avec un chirurgien au Mexique qui accepte de pratiquer une castration chimique sur une partie des membres du groupe, que l'on estime à peu près de 7 à 9 hommes. Et dans ces membres-là, je précise qu'il y a aussi Marshall. Pardonnez-moi de vous dire qu'on n'a pas du tout encore atteint la pointe de l'iceberg de l'horreur du groupe Evansgate. On est vraiment qu'au début. L'annonce du passage d'une comète commence à faire courir des rumeurs populaires selon lesquelles un extraterrestre a été photographié dans la traîne de l'objet. Oui, pour rappel, nous sommes en 1995 à ce moment-là, et les rumeurs ou légendes urbaines plus largement sont un peu les creepypastas de l'époque. La comète Hale-Bopp, découverte le 23 juillet 1975, visible à l'œil nu pendant 18 mois, est considérée comme la comète la plus observée du XXe siècle, et l'une aussi des plus brillantes vues depuis plusieurs décennies. En novembre 1996, un astronaute amateur de Houston aux États-Unis réussit à prendre une image de la comète, et le cliché montre traîner dans sa traîne un objet flou, un peu allongé. Il appelle après avoir observé ça une chaîne radio animée par un certain Art Bell et annonce avoir découvert un objet du genre Saturne dans la traînée de Hale-Bopp. La conviction de l'existence d'un vaisseau spatial caché dans la queue de la comète Hale-Bopp se répand partout, allant même jusqu'à se répandre chez les auditeurs de l'émission de radio, qui profitent évidemment de l'occasion pour ouvrir son micro à ses prétendus voyants. L'une des invitées, qui se définit comme médium, affirme avoir utilisé des pouvoirs psychiques sur la photographie de la comète, en collaboration avec une seconde voyante nommée Prudence Calabrese. Elle aurait découvert l'existence d'un monolithe semblable à celui de 2001, l'Odyssée de l'espace. D'ailleurs, voici un exemple fantaisiste de monolithe, pour ceux qui verraient pas trop de quoi je parle. Les fans d'OVNI ont conclu alors très vite que cette présence peut être en réalité un vaisseau extraterrestre qui suivrait de très près la comète. Plusieurs astronomes vont évidemment démentir tout ça, en affirmant que l'objet est simplement une étoile de magnitude 8,5. Pour le gourou délirant, pourtant, il est évident que la comète est ni plus ni moins le vaisseau de Dieu, vaisseau qui serait d'ailleurs piloté par Ti, sa compagne, qui reviendrait des morts pour sauver les âmes des fidèles. Il clame alors dans l'un de ses enregistrements délirants: Maintenant, la fin des temps, je ne le crains, est proche de nous. Cela arrivera à la fin de ce siècle. Je ne veux pas m'ériger en prophète, mais mon instinct me le dit. Il n'en faut pas moins aux membres d'Evansgate pour déclarer qu'il s'agit du signe qu'ils attendaient depuis le début. Nous sommes en 1997 et au total, le groupe ne comprend pas moins de 18 hommes et 21 femmes âgées de 26 à 72 ans. Ils ont emménagé dans une maison près de la ville de San Diego aux États-Unis, maison qui sera leur ultime demeure terrestre. Alors que le groupe se dit formellement opposé au suicide, ses membres voient pourtant dans leur corps un obstacle pour leur départ au niveau supérieur. Pour que ce passage puisse se faire, ils ne devaient plus avoir aucun attachement à la Terre et à leur corps d'humain. Marshall et ses disciples enregistrent tous, comme vous le voyez à l'écran, une ultime vidéo d'adieu dans laquelle nombre d'entre eux se disent enthousiastes à l'idée d'être délivrés de ce qu'ils pensent être l'apocalypse. Nous sommes très heureux et fiers d'être les fidèles de Ti-Edo, et nous ne pourrions pas être plus
plus heureux qu'en faisant ce que nous faisions. Enregistre une dénommée Julie la Montagne, ou je le dis probablement. Ils inscrivent aussi dans un journal chacun une annotation, et dans la colonne temps de retour estimé, on peut y lire des inscriptions telles que jamais ou hasta la vista baby, qui nous montrent là très clairement la détermination du groupe à rejoindre le niveau supérieur, mais aussi à ne jamais revenir. Et le gourou ne déroge pas à sa rigueur obsessionnelle, en contrôlant le moindre détail jusqu'à imposer la tenue que doivent porter les fidèles pour évacuer la Terre. Le rituel est méticuleusement planifié dans un document intitulé La routine. Vêtus de survêtements noirs identiques et chaussés tous d'un modèle très précis des Nike Decade, la tenue est complétée de brassards où il est inscrit Evans Gate Away Team, en référence directe à Star Trek. Du 24 au 26 mars de la même année, le plan est lancé, et les fidèles ont pour consigne de mettre fin à leur jour de la manière suivante. Par groupe de 15, assistés par un groupe de 8, ils ingèrent du phénobarbital et de la compote de pommes, avant de glisser leur tête dans un sac plastique. Chaque groupe étant assisté des suivants, les 2 seuls derniers survivants se donnent à leur tour la mort. Les agents de la police, dépêchés sur place, après l'appel anonyme, n'en reviennent toujours pas. Dans chacune des pièces, ils trouvaient de nombreux cadavres, tous proprement disposés sur des lits ou des couchettes de fortune. Ils étaient tous habillés de la même manière et recouverts d'un linceul violet. Tous les membres de la secte de la Porte du Paradis ont abandonné leur enveloppe corporelle pour rejoindre le vaisseau spatial dissimulé derrière la comète de Hale-Bopp, dans le but d'atteindre le niveau supérieur. Dans les poches de leurs survêtements, chacun porte leur permis de conduire, ce qui permettra aux policiers d'identifier très facilement les corps de chacun. Et ils avaient précisément sur eux 5,75 $. Ce sont au total 39 corps qui sont découverts dans cette villa, précisément dans la villa de Rancho Santa Fe. Ironie du sort, parmi les suicidés figure Thomas, le frère de l'actrice de Star Trek, Nichelle Nichols. Après 10 jours d'enquête, qui estime les décès survenus dans les 3 jours précédents, la police californienne referme le dossier. Pas de sang, pas de crime, ni d'explication rationnelle à chercher. Le gourou s'était lui-même donné la mort avec ses fidèles, pour eux c'était circulé, il n'y a plus rien à voir. Très intelligent et méthodique, Marshall avait tout prévu. Il avait préparé un communiqué de presse pour les médias en anticipant la découverte des corps. Au moment où vous recevez cela, plusieurs douzaines d'entre nous seront partis. Originaires du niveau humain supérieur dans Espace Lointain, nous avons maintenant délaissé les corps que nous incarnions pour effectuer notre mission terrestre afin de retourner dans le monde duquel nous venons. La mission est accomplie. Les Santa Fe, comme on les appelle, n'étaient pourtant pas spécialement des personnes marginales, mais des gens décrits par leurs proches comme étant très souriants et heureux. Ils étaient réputés pour la plupart comme étant des personnes équilibrées. Et dites-vous aussi qu'il y a des administrateurs, qui s'appellent Mark et Sarah King, qui ne sont pas n'ont pas suivi le rituel, car eux, en fait, sont restés pour gérer le site web, que la croyance de Marshall continue d'évoluer, continue de persister, et pour alimenter le site et répondre aux mails. Je trouve ça terrifiant. Bon, on est factuellement sur une réponse à un mail, ce qui est pas vraiment terrifiant, mais si on a tout le contexte de l'histoire que je viens de vous raconter, je trouve ça hyper badant quoi. Après, est-ce qu'on est face à des réponses automatiques? Car oui, apparemment des personnes auraient eu une réponse, apparemment oui, ils répondent aux mails, mais voilà, moi je pense que c'est des réponses automatiques, car pour moi, l'histoire est tellement médiatisée qu'ils ne peuvent pas, pour moi c'est impossible à répondre à autant de mails, mais après je peux peut-être me tromper. Et apparemment les personnes qui géraient le site du coup auraient à côté de ça des emplois du temps totalement normaux. Ils auraient un métier et vivraient une vie complètement basique quoi. Lors d'une interview publiée sur un blog Reddit l'année dernière, interrogés sur le fait d'avoir été laissés sur Terre, abandonnés de leurs camarades, ils expliquent que leurs membres d'Evans Gate, ayant quitté la Terre, sont destinés à revenir parmi nous, et qu'à ce moment-là, tous les terriens auront de nouveau la possibilité de passer de l'autre côté. Sawyer, qui a été membre d'Evans Gate pendant 19 ans, dira sur la chaîne HBO ceci. Marshall et Bonnie nous avaient donné des outils pour nous laver le cerveau nous-mêmes, littéralement laver notre cerveau de toute forme d'humanité. Selon lui, sa raison de quitter le groupe aurait été la sexualité. Il n'arrivait pas à contrôler ses envies, donc il a fini par partir, ce qui était pourtant l'un des premiers principes du groupe. Pourtant, lorsqu'il s'exprime sur son départ de la communauté, après le collectif, il affirme « Je ne me sens pas coupable, mais plutôt comme si j'avais échoué à un examen. J'aurais pu évoluer avec eux, j'avais la capacité de le faire. Les gens me disent souvent que j'ai été nul, vous savez, mais je continue encore de croire aux enseignements de Marshall et Bonnie. Et si je continue d'évoluer, je pourrais potentiellement rejoindre Evans Gate un jour. » Et oui, comme moi vous pensiez qu'il était détaché de tout ça, qu'il ne croyait plus aux croyances comme il était parti de la... Eh bien non, même après être parti de la... il est encore endoctriné et croit toujours aux idées de Marshall Applewhite. Si le mouvement est censé s'être éteint avec le collectif de 1997, il y a de nombreuses encore spéculations quant à une éventuelle activité postérieure, notamment en raison de la présence du site web de la secte, toujours en ligne depuis sa création, bien qu'il n'ait pas été modifié depuis. Quant à savoir si Marshall, Bonnie et leurs fidèles ont trouvé Dieu et la porte du paradis. Cette vidéo est terminée, merci les amis beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ouais frérot, tu veux entrer? Ouais. Frérot,
compris. Yours. Not that one. Hold on. My gear is not that bad. I mean, my gear is pretty much level 1 gear, but... Ship out. No. This doesn't Hold belong on. in a museum. Oh, this is like for Hull. Oh, shit. Those are equipment for the ship. Oh, cool. Guys, how do I upgrade my... Does anyone know how to upgrade, to find the things to upgrade my freaking frick? I know this is very helpful. I need to upgrade my freaking frick. Help! Strong plans. Shipping myself is good. Have I tried freaking it? I mean, I cannot upgrade a frick.